Non, mais il n'y a pas de souci. Bon, bah, écoutez, j'espère que tout le monde est arrivé. Merci en tout cas à ceux qui nous ont rejoints ce soir. Merci à l'EDNH d'avoir organisé cette série de conférences. Bon, bah, c'est bien de pouvoir le faire en live aussi. Ça permet quand même d'avoir des choses intéressantes, des intervenants intéressants qui ne sont pas toujours local. Donc voilà, en tout cas, je suis ravie d'être là aujourd'hui et de parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui me passionne, qui est donc l'importance des 1000 premiers jours de vie pour l'établissement d'un microbiote qui va être sain, équilibré chez l'enfant et donc chez l'adulte. Donc, je m'appelle Sabrina Marnet-Letellier, je suis micronutritionniste. À la base, moi, je viens, donc, juste une petite présentation rapide, je vous rassure, je ne vais pas y passer des lustres. Je suis ingénieure en nutrition et sciences de l'aliment, donc j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans l'agroalimentaire, les produits santé notamment, et les prébiotiques. Les prébiotiques étant des fibres ou d'autres sucres qui vont venir nourrir la bonne flore, dite flore probiotique. Donc j'avais déjà un pied dans ce domaine-là. Et j'ai un peu bifurqué pour m'orienter vers la micronutrition et devenir nutrithérapeute et micronutritionniste. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme la naturopathie, hein, c'est une approche assez globale de l'alimentation de façon naturelle. Et enfin, on va dire rééquilibrer le corps de façon naturelle. Et je me suis spécialisée notamment dans l'accompagnement des troubles digestifs et douleurs chroniques chez la femme. Donc je les aide à retrouver le mieux-être, à retrouver le plaisir de manger et surtout savoir quoi manger, grâce justement donc, à une approche qui se veut la plus globale possible, et par l'alimentation, mais aussi par l'aide des plantes et de la micronutrition. Donc, qui dit trouble digestif dit microbiote intestinal. Forcément, ça va ensemble, et c'est vraiment quelque chose qui me passionne et que j'espère vous partager un petit peu cette passion ce soir. Donc, je vous présenterai, dans cette présentation, j'aborderai 4 points. Déjà, vous présenter le microbiote intestinal, de quoi on parle, pourquoi est-ce qu'il est aussi important. Ensuite, comment il se met en place, déjà avant la naissance et après la naissance, et les bons gestes pour permettre, donc si vous êtes concerné, hein, si vous êtes enceinte ou si vous avez un jeune enfant, quels gestes réaliser, que faire pour permettre donc à cet enfant ou ce futur enfant d'avoir un bon microbiote. Commençons. Le microbiote intestinal, donc pourquoi est-ce qu'il est aussi important? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Et tout simplement, qu'est-ce que c'est déjà? Alors déjà, il faudrait vraiment... On ne peut pas parler de microbiote en général, il faut vraiment spécifier intestinal ou pas, parce qu'il n'y a pas un seul microbiote, mais il y a des microbiotes. Donc, microbiote, ça veut dire quoi? C'est un ensemble de micro-organismes, donc des bactéries, des virus, des champignons, des levures, etc., qui vont venir peupler un organe ou un tissu, une muqueuse. Donc on va retrouver le microbiote intestinal, un microbiote dans l'estomac, un microbiote dans la bouche vaginale, un microbiote sur la peau, hein, on n'a pas une peau qui est stérile, loin de là, mais aussi depuis peu de temps, on s'est rendu compte qu'il y avait un microbiote au niveau du cœur, au niveau du cerveau, au niveau des poumons, etc. Donc il y a vraiment, ces micro-organismes sont partout. On est loin d'être seul dans notre corps. Le microbiote du gros intestin, pourquoi est-ce qu'on en parle souvent? C'est parce que c'est de loin le plus important. Donc là, effectivement, selon les sources, il y a beaucoup de variations dans les... Excusez-moi, j'ai mon imprimante qui s'est réveillée. Il y a beaucoup de variations dans les quantités, alors, soit parce que ça va dépendre des personnes, soit ça dépend aussi des qualités des analyses. Mais en gros, on est entre 10 milliards et 100 000 milliards de bactéries par personne et dans l'intestin, soit 2,5 kg à peu près de flore. Et quand vous regardez votre ventre, hein, vous imaginez qu'il y a quand même 2 kg à 2,5 kg
qui sont constituées de bactéries, de champignons, de levures, etc. En moyenne, ça représente 600 espèces par individu, soit plus de 600 000 à, selon certaines sources, 3 millions de gènes. Alors, ça ne vous parle peut-être pas, mais grosso modo, c'est plus de 30 fois plus que nos propres gènes à nous. Donc, c'est vraiment un monde, un univers en soi. Et ces bactéries ne se contentent pas d'être dans notre corps ou sur notre corps, elles vont vraiment agir en symbiose avec nous. C'est-à-dire que sans ces bactéries, je pense qu'on ne vivrait pas bien longtemps. Donc, ces bactéries, en fait, on leur offre un petit peu le gîte et le couvert, si je peux m'exprimer ainsi, et elles, en échange, elles vont remplir différents rôles, différentes fonctions. La première, et non des moindres, c'est la fonction de digestion. Il faut savoir que notre digestion, donc elle se fait par la mastication, mais aussi par des enzymes qui sont dans notre bouche, dans l'estomac, le foie, le pancréas. Mais on ne digère pas tout. Notamment, il y a la cellulose, tout ce qu'on va retrouver, donc une longue molécule qu'on va retrouver dans les végétaux. Il y a les amidons aussi, qui ne sont pas ou mal digérés à ce niveau-là. Et c'est donc nos bactéries qui vont finir le travail. Il y a aussi, des fois où quand notre digestion haute est insuffisante, ce sont les bactéries qui vont finir le travail et qui vont un peu remplacer le travail. En général, ça se traduit par pas mal de ballonnements et de gaz. Donc, ce n'est pas forcément très agréable à vivre, mais au moins, ça nous permet quand même de vivre malgré ce manque de digestion haute. Elles vont aussi participer à la production de certaines vitamines, notamment les vitamines K, les vitamines B9 et B12. On ne pourrait pas les absorber et les extraire des aliments s'il n'y avait pas ce travail de bactéries entre-temps. Et elles participent aussi à l'assimilation et à l'absorption de certains nutriments. Notamment le fer est fortement impacté par l'état de notre corps. On parle de capacité métabolique, ça veut dire quoi? C'est aussi la capacité à extraire des calories de notre alimentation. Et c'est là où, selon notre microbiote, justement, on va être capable d'extraire plus ou moins de calories. Donc, vous allez vous retrouver à deux personnes identiques qui mangent la même chose, avec la même activité, le même âge, etc. Il y en a une qui va prendre du poids, pas l'autre. Ça va être en partie lié à leur différence de microbiote, parce que certaines bactéries vont extraire beaucoup plus de calories d'un même aliment que chez une autre personne. Ce qui remet un petit peu en cause les théories anciennes qui disaient que pour telle personne à tel âge et tel niveau d'activité, il fallait tant de calories. En fait, selon les personnes, ça va vraiment varier. L'autre rôle, c'est le rôle de l'immunité et de la défense de l'organisme. Donc, c'est une des premières barrières de défense de l'organisme. Donc, justement, il y a cet effet barrière. Comment ça fonctionne? Mais en fait, on est quand même dans un espace à peu près clos, au niveau intestin, dans lequel toutes les bactéries qui sont là occupent la place. Donc, forcément, une nouvelle bactérie, ou au contraire, ça peut être des virus, des champignons et autres, vont avoir du mal à s'implanter si déjà toute la place est prise. Une autre réaction aussi, c'est la production de certaines molécules qui vont avoir un rôle bactéricide, donc qui vont venir détruire les mauvaises bactéries, voire certains virus. L'immunité aussi, il faut savoir qu'il y a à peu près entre 70 et 80% de notre système immunitaire qui va être situé au niveau de l'intestin, autour de l'intestin, et il y a quasiment tout notre système immunitaire qui va à un moment passer par l'intestin pour se spécialiser. Et en fait, il y a une communication qui se fait constamment entre les bactéries qui sont dans notre intestin et notre système immunitaire qui est à l'extérieur et autour. Il y a toujours, en fait, c'est un peu un rôle d'entraînement, c'est-à-dire que les bactéries vont être là pour entraîner notre système immunitaire, pour l'aider à reconnaître l'ennemi du non-ennemi, en fait. Elle joue aussi un rôle, donc ce microbiote, il joue aussi un rôle sur l'équilibre émotionnel. Donc c'est quelque chose qu'on étudie de plus en plus et sur lequel on a de plus en plus de données, mais ça reste encore, je pense qu'on en est encore aux prémices. Il y a vraiment un lien très fort entre l'état de votre microbiote et l'équilibre émotionnel.
Donc, notamment, moi j'ai plusieurs patientes qui ont des dysbioses, donc des déséquilibres de flore, notamment des candidoses, donc la présence de la levure Candida albicans. Et ces personnes viennent, quand elles arrivent au début, chez certaines, je vois beaucoup de stress ou de dépression, l'état vraiment limite dépressif. Et quand on a réglé le problème de candidose, elles retrouvent vraiment, je dirais presque la joie de vivre. Donc il y a vraiment un impact et qui va dans les deux sens d'ailleurs. Il y a aussi beaucoup de ces bactéries produisent un neurotransmetteur ou une petite hormone qu'on appelle la sérotonine, qui est une hormone qui vient nous apaiser. Donc c'est pareil, si on a moins de ces bactéries, on a moins de sérotonine, et donc on a tendance à être plus stressé, plus impatient le soir, plus avoir des difficultés parfois à dormir, etc. Il y a aussi un effet santé parce que lorsque toutes ces bactéries, lorsque ce microbiote vient digérer les aliments qu'on lui apporte, notamment vient digérer des fibres prébiotiques, en échange, ils vont produire différents métabolites, comme des acides gras à chaîne courte. Donc, leur nom, c'est le pyruvate, l'acétate, qui vont avoir des rôles anti-inflammatoires, qui vont venir nourrir la muqueuse et donc améliorer la perméabilité intestinale, qui vont aussi avoir un rôle protecteur sur certains cancers, comme le cancer du côlon. Et ça intervient également dans le métabolisme des graisses. Et dans les autres fonctions, donc là on est encore, je dirais, sur une zone qui est un peu la zone grise sur laquelle on n'a pas beaucoup de données, mais il semblerait qu'il y ait des interactions entre les hormones et le microbiote, notamment les hormones sexuelles, donc l'œstrogène et peut-être d'autres. Donc les hormones modifieraient le microbiote, mais il semblerait que certaines bactéries viennent aussi recycler ou utiliser en tout cas ces hormones. On a un effet sur l'insuline, enfin sur la sensibilité à l'insuline, autrement dit sur les risques de diabète, sur l'appétit ou au contraire la satiété. Donc voilà, le rôle de ce microbiote est vraiment très important et les fonctions sont variées. Alors, le microbiote intestinal, il faut savoir que c'est un système qui est évolutif et résilient. Donc, ça veut dire quoi? Si vous voulez, donc c'est de façon assez simplifiée, bien sûr, mais imaginez-vous le microbiote comme avec des strates. Et en gros, si vous êtes sur la strate du dessus, vous êtes dans des bactéries, des microbes, etc., qui vont pouvoir s'adapter et changer très rapidement. Presque du jour au lendemain, vous changez un peu votre alimentation, vous êtes malade, vous prenez un médicament, etc. Cette flore va commencer à changer, à évoluer. Puis, plus on va descendre, plus les changements vont mettre du temps à se faire. Et quand on est sur la strate du bas, ça va être un petit peu sur la strate de votre microbiote qui, lui, est là depuis, a été construit pendant les 3 premières années de vie et va un petit peu vous suivre jusqu'à la fin. C'est un petit peu, je dirais, votre ADN, votre microbiote ADN, c'est-à-dire celui qui va vous correspondre et qui va très peu varier malgré les changements d'alimentation, les changements de milieu de vie, etc. Donc bien sûr, ce microbiote, il va évoluer déjà en fonction de l'âge, donc il se fixe sur les 3 premières années, où là, on a un microbiote qui va être assez proche de celui de l'adulte, mais plus on va vieillir ensuite, plus le microbiote va s'appauvrir et on va avoir un changement dans les équilibres entre les différentes familles de bactéries. Il évolue aussi en fonction de l'hygiène de vie, donc le stress, est-ce que vous habitez en ville dans un endroit pollué ou non, en fonction de votre alimentation végétarienne, omnivore, cétogène, etc. En fonction de votre activité sportive, en fonction des médicaments que vous prenez. Voilà. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent influer sur votre flore. Mais il faut savoir qu'il y a une certaine résilience. Donc la résilience, c'est quoi? C'est la capacité de revenir à son ancien état d'équilibre. Par exemple, si vous prenez un antibiotique, pas trop large spectre, un antibiotique assez restreint,
sur une période assez courte d'une semaine, vous avez de fortes chances que, alors ça va un petit peu amocher votre microbiote intestinal, mais il a de fortes chances de revenir à son état d'avant assez rapidement. Par contre, si vous prenez un antibiotique large spectre et que vous le prenez pendant 2-3 mois, voire plus, là, ça risque de faire beaucoup de dégâts qui ont de fortes chances d'être presque irréversibles. Mais il y a quand même cette résilience qui fait qu'il n'est pas toujours indispensable de prendre des probiotiques pour se dire bah, j'ai pris des antibiotiques, vite, il faut que je prenne des probiotiques pour remettre ma flore. Non, la nature est bien faite et votre corps peut revenir à l'état normal. Je dirais c'est juste si, voilà, suite à la prise d'antibiotiques, ça fait déjà une semaine, 15 jours que toujours pas très bien, ok, là prenez peut-être un probiotique pour vous aider, mais ça ne doit pas être systématique parce que certaines études semblent montrer que ça retarderait même le retour à l'équilibre dans certains cas. Encore une fois, une personne n'est pas une autre, hein, donc chacun est différent et c'est ça qui rend les choses un peu complexes. Donc, qu'est-ce qu'un bon microbiote intestinal? Déjà, pas de chance, il n'y a pas de normes. Chaque microbiote est différent et vous pouvez avoir, si on prend une personne en bonne santé chez nous en France, une personne en bonne santé en Chine, elles sont en bonne santé, leur corps fonctionne bien, leur microbiote est toutes les deux à l'équilibre et il sera sûrement très différent parce que l'alimentation est différente, le mode de vie est différent, etc. Donc, il n'y a pas une norme, il n'y a pas un microbiote qui est bon et un microbiote qui ne sera pas bon. Ça va être un petit peu plus, ça va être plus compliqué que ça. L'important, c'est que votre microbiote soit en équilibre, qu'il y ait un équilibre entre les bonnes bactéries et les bactéries ou micro-organismes qui sont pathogènes, de manière à justement rester dans cet état de bonne santé. Un microbiote équilibré et un bon microbiote, c'est aussi un microbiote avec une grande diversité de micro-organismes. Et c'est un microbiote qui va permettre une digestion qui se fait bien, une immunité qui est équilibrée, donc pas d'allergie, pas de maladie auto-immune, et un état globalement non inflammatoire. Pourquoi parle-t-on des 1000 premiers jours? Donc 1000 premiers jours, c'est quoi déjà? Alors, ça peut paraître basique, mais des fois c'est bien de rappeler les basiques. Les 1000 premiers jours, en fait, ça correspond aux 9 mois de grossesse et ensuite aux 2 premières années de vie extra-utérine, donc après la naissance. En fait, ces 1000 premiers jours, ça vient, donc c'est un concept qui est arrivé dans les années 80, qui a été introduit par David Barker, donc un anglo-saxon, qui a remarqué justement que le fait, je crois que c'était de naître avant, avec un petit poids de naissance, voire avant terme, pouvait entraîner des maladies cardiovasculaires à l'âge adulte. Et donc, en fait, de là s'est imposé le concept d'une origine précoce des maladies de l'adulte qui viendrait de l'enfance et l'existence notamment d'une fenêtre de sensibilité dans laquelle l'environnement va venir influencer de façon très importante la santé future. Donc ce concept des 1000 premiers jours qui portait en fait surtout sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie, etc. des bébés, elle peut se transposer sur le microbiote aussi, parce que c'est dans les 2-3 premières années en fait que va s'établir un microbiote qui va être relativement stable et très proche de celui de l'adulte. Donc bien sûr, à partir de la conception, puis la naissance, et ensuite les différentes étapes, plus la diversification alimentaire va se faire, plus le microbiote va évoluer, va se diversifier. Donc cette importance des 1000 premiers jours. Maintenant, voilà, qu'est-ce qui va impacter la mise en place de ce microbiote équilibré avant la naissance d'abord et ensuite après la naissance? Alors, il faut juste savoir que pendant des années, on a cru que tout commençait avec la naissance et que dans le placenta, le bébé avait un intestin qui était vide de tout micro-organisme. Et de plus en plus, on se rend compte que ce n'est pas vrai et que justement, il y a déjà une première mise en place du microbiote qui commence
avant la naissance. Donc là, tout ce que je vous raconte, en fait, c'est vraiment, on est sur les prémices, et il y a peu d'études qui ont été réalisées. Donc, il y a plusieurs voies il semblerait, on va rester prudent, il semblerait qu'il y ait différentes voies de colonisation du microbiote du bébé. Donc, la première voie, c'est la colonisation descendante, donc par le microbiote buccal de la mère. En effet, des études ont montré qu'on pouvait retrouver chez les mamans qui avaient justement des problèmes de bouche, donc des problèmes de gencives, des parodontites, etc., donc qui ont un microbiote buccal qui est déséquilibré, on retrouvait certaines bactéries spécifiques de cette dysbiose au niveau du placenta et du méconium, en gros, le méconium, c'est une sorte de les premières crottes du bébé, hein, en gros, pour simplifier. Donc, effectivement, il y avait bien une communication entre le microbiote de la bouche et puis le fœtus. Il semblerait aussi qu'il y ait une colonisation ascendante par la voie vaginale, donc qui viennent justement apporter des bactéries au fluide amniotique et au placenta. Et une colonisation qui se passe aussi par translocation bactérienne. Translocation bactérienne, c'est quoi? En fait, c'est la flore qui se trouve dans l'intestin de la mère a quand même la capacité de traverser l'intestin à certains moments. L'intestin, c'est pas quelque chose de complètement hermétique, au contraire, et heureusement. Mais du coup, il y a des bactéries qui peuvent passer et ces bactéries peuvent se retrouver justement dans le placenta, mais aussi dans le cordon ombilical qui amène jusqu'au bébé. Et des marqueurs ou des métabolites bactériens qui viennent du microbiote intestinal de la mère qui vont venir aussi activer activer un petit peu le développement de flore chez le fœtus. Donc on ne part pas d'un fœtus qui serait complètement vide de micro-organismes. Les facteurs maternels qui influent sur la santé et le microbiote du bébé, donc là j'ai un petit peu élargi par rapport juste au microbiote, mais je trouvais qu'il y avait certaines choses qui pour moi sont vraiment clés. Donc le premier, c'est l'IMC, donc l'indice de masse corporelle de la mère, notamment les études travaillent plus sur les mères qui sont en surpoids ou en obésité, mais on retrouverait justement une différence claire de microbiote entre les enfants nés de mères en surpoids par rapport aux enfants nés de mères avec un IMC normal. L'alimentation aussi, bien sûr, très importante, notamment le manque, c'est pour ça que je parle de qualitatif et quantitatif, c'est-à-dire que la dénutrition ou le manque d'une alimentation qui est trop insuffisante va impacter négativement la flore du bébé et sa santé future. Mais au niveau qualitatif, si la mère consomme davantage de légumes riches en prébiotiques, davantage de végétaux, moins de sucre, de graisse saturée, etc., d'une part, elle va permettre à son futur enfant de manquer de rien en termes de nutriments, mais aussi d'avoir une flore qui sera plus variée, plus diversifiée. En fonction de la dysbiose intestinale de la maman aussi, on risque fort d'avoir une dysbiose chez le bébé. Alors pas exactement la même, bien entendu, c'est pas du copier-coller, loin de là. Mais si la mère souffre, alors un SIBO, c'est une pullulation bactérienne au niveau de l'intestin grêle. Si elle souffre d'un intestin irritable, d'une candidose intestinale, etc., il y a des risques quand même que ça puisse une partie de cette dysbiose se retrouve un petit peu chez l'enfant. Je dis bien, il y a des risques, c'est pas systématique, et là encore, on est un petit peu dans la zone grise dans laquelle il manque un peu de données. Bien sûr, la prise d'antibiotiques ou autres médicaments pendant la grossesse, comme les IPP ou inhibiteurs de pompe à protons, ce sont des médicaments qui sont pris en cas de reflux. C'est une calamité. Les médecins donnent ça distribuent ça un peu comme des tic-tac, mais si l'estomac est acide, c'est qu'il y a quand même un but, c'est de bien digérer, parce que toutes les enzymes fonctionnent sur une gamme de pH bien définie. Et ensuite, c'est de faire aussi dans l'estomac un terrain acide et qui vienne éliminer une bonne partie de mauvaises bactéries, de virus, etc.
Si on enlève cette acidité de façon trop importante ou surtout trop durable, le problème c'est que la digestion se fait beaucoup moins bien, donc on a un déséquilibre de flore qui se crée. Il y a on n'arrête plus certaines bactéries, certains champignons, etc. Donc on peut se retrouver justement avec des candidoses. Et en plus, il y a des choses qui sont beaucoup moins bien absorbées, comme les vitamines B12, comme le fer, entre autres. Donc c'est gênant pour la maman, mais c'est aussi gênant pour le bébé. Les antibiotiques, bien sûr, ça risque de faire un peu trop de ménage au niveau du microbiote de la maman et donc impacter de facto celui du bébé. Tout ce qui est xénobiotique, donc les xénobiotiques, c'est tout ce qui est métaux lourds, perturbateurs endocriniens, polluants, etc. On va retrouver dans l'air qu'on respire, dans les aliments qu'on mange qui sont forcément pollués, dans les cosmétiques, dans les produits de nettoyage, etc. Donc tout ça vient impacter négativement le microbiote de la mère et on soupçonne aussi que ça impacte beaucoup le microbiote du bébé et la santé du bébé. Et la santé donc parodontale, c'est-à-dire le fait que la mère ait ou non des maladies, enfin des problèmes au niveau de la bouche, donc des inflammations des gencives, etc. Les conséquences de ces déséquilibres, alors il y a un risque accru de prééclampsie, notamment pour les mères qui ont des problèmes vaginaux, comme donc des cystites, des mucoses et autres. Il semblerait que ça augmente le risque de souffrir de prééclampsie pendant la grossesse. Les problèmes plutôt au niveau de la bouche, donc les déséquilibres de flore dans la buccale, semblent entraîner des naissances prématurées, des petits poids de naissance. Et c'est d'ailleurs, je pense pour ça, là c'est peut-être moi qui tire des conclusions hâtives, mais pendant longtemps on a dit ils se sont aperçus que les mères qui fumaient pendant leur grossesse avaient tendance à avoir des enfants de petits poids. Et il est fort possible que ce soit dû au fait que la cigarette justement modifie drastiquement la flore de la bouche et que ce soit en fait ce facteur-là qui crée donc qui entraîne un petit poids à la naissance du bébé. Et l'autre, donc je vous l'ai mis en gris parce que là encore on est un petit peu dans cette zone grise. Donc le risque, c'est la transmission de microbiotes qui sont déséquilibrés et donc qui risquent et donc chez l'enfant, ça risque de se traduire par plus de problèmes de santé à l'âge adulte, comme l'intestin irritable, la maladie cœliaque, des maladies métaboliques, les allergies, l'asthme, etc. On va voir maintenant ce qui se passe après la naissance, parce que c'est quand même là où se joue la majorité des choses. Donc, quels sont les facteurs qui vont influer sur le microbiote du bébé dans les tout premiers jours de gestation, c'est-à-dire si l'enfant naît avant terme ou si l'enfant naît à terme, on ne va pas avoir exactement la même flore. Et c'est vrai que souvent les bébés nés vraiment très très tôt vont avoir un intestin qui n'est pas encore mature et vont avoir une flore qui va être un peu appauvrie et différente en tout cas de celle des nourrissons un peu plus qui vont naître à terme. Le mode d'accouchement, bien sûr, entre voie basse et césarienne. Donc, les enfants qui naissent par voie basse ont une diversité de bactéries beaucoup plus importante que ceux nés par césarienne, tout simplement parce qu'en passant par les voies utérines, le bébé va être en contact avec tout le vagin de la mère et donc toutes les bactéries qui sont là. Il va en prendre un petit peu, il va en avaler un petit peu et ça va commencer à ensemencer son intestin. Que les enfants qui naissent par césarienne, en général, ça se fait dans des conditions très stériles et du coup, le bébé n'est pas au contact de ces bactéries-là. Ensuite, il y a l'allaitement, la nutrition de l'enfant, donc allaitement pour le maternel ou alors pour les de synthèse. Donc forcément, là encore, il y a des différences et les bébés nourris au lait maternel vont avoir différentes bactéries et un peu plus de diversité que ceux nourris au lait infantile. Mais entre deux mamans, on va aussi trouver des différences parce que la qualité du lait ne sera pas forcément la même parce que en fait, le lait n'est pas stérile.
Dedans, il y a justement beaucoup de bactéries, il y a déjà des probiotiques dedans qui vont, forcément, ça vient aussi, ça va dépendre aussi du microbiote de la maman, de l'alimentation de la maman, donc ça va impacter dessus. Et il y a aussi un facteur, donc là je vais vous amener un petit peu plus loin. En fait, dans l'intestin, c'est pas juste l'intestin et puis les bactéries qui se baladent au milieu. On a un mucus qui va tapisser tout cet intestin, et ce mucus va servir un peu de nid, si vous voulez, pour les bonnes bactéries, et au contraire de frein, de barrière pour les mauvaises bactéries ou les champignons qui ne devraient pas être là. Et il se trouve qu'il y a à peu près 20% de la population qui est non sécrétrice de ce mucus ou qui a un mucus de mauvaise qualité. Donc on parle d'un gène lié au FUT2. Et si chez les mères qui ne sont pas sécrétrices de mucus, on trouve moins, voire pas, je crois, de certains prébiotiques qu'on peut trouver dans le lait maternel. Donc là encore, si ces prébiotiques ne sont pas là, on va avoir moins de développement de certaines bactéries, de bifidobactéries et autres chez le bébé. Et ensuite, donc, il y a le fait que est-ce que la maman a une dysbiose ou au contraire une eubiose, donc un équilibre au niveau de sa flore intestinale, forcément, ça va directement impacter le bébé. Alors, moins si la mère si le bébé est né par césarienne et ensuite nourri au lait infantile. Bon, si la maman a un déséquilibre des flores, il va peut-être moins en souffrir. Par contre, il va souffrir du fait que ces aliments-là, il est né de façon presque stérile, et ensuite dans ce qu'on lui donne, il y a aussi beaucoup moins de variétés de microbes, de probiotiques ou de prébiotiques. Ensuite, dans les 2 premières années, donc ce qui va beaucoup influer, c'est l'alimentation, bien entendu. Donc toute la partie diversification alimentaire, c'est l'élément clé, parce que c'est là, plus on va donner d'aliments différents, plus la flore va se développer pour digérer en fait tout ça. Et c'est toujours pareil, même chez vous, plus vous allez avoir une alimentation qui va être variée, diversifiée, plus vous allez avoir une flore qui va être variée, diversifiée et importante. La prise d'antibiotiques, alors ça, dans les premières années de vie, ça a un effet assez dévastateur. D'IPP aussi, donc toujours pareil, ces inhibiteurs de pompe à protons, quand je vous dis, ça fait aussi partie des choses qui sont distribuées comme des Tic Tac, on en donne même aux enfants. Et alors là, moi, c'est ma hantise quand je vois arriver quelques mamans avec des enfants qui ne peuvent plus rien manger, qui ne peuvent plus rien tolérer. J'en ai eu une fois qui m'a parlé, son enfant ne pouvait manger que des cailles, je crois, de la carotte et des petits pois. Ces 3 seuls aliments, il pouvait les manger. Tout le reste, il faisait des réactions. Et la cause, c'était qu'il avait été sous IPP, donc sous anti-reflux, pendant ces 2-3 premières années, ces 2-3 premiers mois. C'était une catastrophe. Sa flore, elle avait pris un sacré coup, et pour remonter ça, vous pouvez y aller. Je crois qu'il n'y a plus que la greffe fécale. Donc, s'il vous plaît, déjà, ce n'est pas la panacée chez les adultes, mais chez les enfants, il y a largement d'autres solutions au reflux. Les reflux, ce n'est pas des reflux par excès d'acidité. Chez les enfants, c'est des reflux parce qu'ils sont allergiques ou intolérants au lait, ou à des aliments qu'ils mangent, ou à des aliments que mange la mère et qui se retrouvent dans le lait et que l'enfant ne tolère pas. Et si ce n'est pas ça, commencez aussi par aller voir un ostéopathe qui pourra peut-être travailler sur, parce qu'il est possible que le petit clapet justement qui ferme l'estomac et qui empêche les aliments de remonter soit peut-être un petit peu mal placé, soit un peu coincé, soit un peu faiblard. Et ça, avec l'ostéopathie, on arrive à travailler dessus. Donc, s'il vous plaît, résistez à votre médecin. Je sais, c'est pas bien de le dire, mais tant pis. Ça, franchement, c'est vital pour votre bébé. Et ensuite, c'est l'environnement, tout ce qui va pouvoir toucher, tout ce qui va respirer, etc. Tout ça va influer sur son immunité. Donc, attention à l'excès d'hygiène, surtout en ce moment où on est coronavirus, au secours, vite, un petit peu de gel hydroalcoolique. Je dirais, il y a hygiène et excès d'hygiène. Et chez les bébés, plus vous allez être dans l'excès d'hygiène, plus vous allez avoir un environnement stérile et
plus l'enfant va mettre de temps à développer une bonne immunité, et plus vous avez de risques qu'il développe des allergies, de l'asthme et autres. Donc attention, sans être à rentrer les chaussures pleines de terre dans la maison et puis à jamais se laver les mains. C'est vraiment trouver le juste milieu où laisser jouer les enfants dans le sable, laissez-les mettre éventuellement un caillou à la bouche. Il ne faut pas qu'il avale, bien sûr, on est d'accord. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur de l'environnement extérieur. Je vous rassure, si on est là, c'est qu'on a survécu à tout ça, à mettre les mains dans la terre, à manger du sable, et puis voilà, et on est en bonne santé. Donc, pas de crainte à avoir là-dessus. Donc, quelles sont les conséquences de déséquilibre du microbiote sur les 2 premières années? Ça va être notamment l'immunité qui va être un peu abaissée ou déséquilibrée. Donc, l'immunité abaissée, c'est l'enfant va attraper tout ce qui passe. L'immunité déséquilibrée, c'est que le corps ne reconnaît pas le soi du non-soi ou l'ennemi de l'ami. Donc, soit il va développer des allergies au pollen, aux acariens, etc., ou des allergies alimentaires, soit c'est la non-reconnaissance du soi et du non-soi, et là, ce sera plutôt des maladies auto-immunes qui risquent de se développer. Une susceptibilité plus importante aux problèmes ORL dans l'enfance, donc ça va être les otites, les problèmes rhinites, etc., les problèmes d'asthme, les problèmes de peau aussi, d'eczéma. Une susceptibilité accrue à développer des problèmes digestifs, alors là c'est plutôt, je dirais, à l'âge adulte, en général ça vient un petit peu plus tard. Donc le syndrome de l'intestin irritable, les maladies cœliaques, des hypersensibilités alimentaires, ou des maladies métaboliques, comme l'obésité, comme le diabète, ou d'autres encore. Donc, tout ça, ça va vraiment dépendre du microbiote. Donc, si le microbiote est déséquilibré dès le début, je dirais, on part déjà avec quelques handicaps. Et enfin, une susceptibilité aussi plus importante au stress ou à la dépression, ou aux troubles de l'attention. Pour les enfants hyperactifs, c'est bien de regarder aussi le niveau du microbiote. Donc maintenant, concrètement, quels sont les bons gestes pour permettre à votre futur enfant d'avoir un microbiote équilibré et sain? Donc avant la naissance, voire avant la conception, parce qu'il y a des choses qui se prévoient, qui peuvent s'anticiper un petit peu, c'est déjà de traiter les problèmes d'infection au niveau de la bouche ou d'infection au niveau du vagin. Si vous avez des cystites, si vous avez des choses comme ça, ou des vaginites, essayez de régler le problème avant, autant que possible. Ce sera mieux. Déjà, ça vous évitera d'avoir à prendre des antibiotiques pendant la grossesse. Et justement, donc on l'a vu, ça intervient aussi sur le risque de naissance prématurée, de petits poids, de prééclampsie, etc. Si c'est possible, essayez d'identifier et traiter une éventuelle candidose intestinale. C'est pareil, ça évitera aussi d'avoir à faire pendant la grossesse, parce que c'est un petit peu galère, ou d'attendre après et d'avoir beaucoup d'inconfort pendant. S'il y a une grosse dysbiose, donc un SIBO ou autre, c'est bien d'arriver à le traiter avant, mais je sais que c'est extrêmement compliqué, donc parfois on ne peut pas attendre 5-6 ans avant d'avoir un enfant. Donc voilà, faites au mieux, mais sachez qu'effectivement, s'il y a des équilibres de flore, il y a des petits risques qu'il y ait une partie qui peut se mettre à bébé. Alors, si vous avez une maladie cœliaque, il n'y aura pas forcément une maladie cœliaque, je vous rassure. Ayez une alimentation aussi variée que possible, et c'est encore plus vrai pendant la grossesse, notamment riche en végétaux, riche en huile végétale, de qualité, donc pas que l'huile d'olive, mettez aussi de l'huile de colza ou de l'huile de lin pour les oméga 3, surtout que dans les poissons gras, peut-être que vous n'en mangerez pas ou peu. Donc, faites le plein d'huile de colza ou d'huile de lin. Évitez autant que possible la prise d'antibiotiques et d'inhibiteurs de pompe à proton. Et éventuellement, vous pouvez prendre des prés, voire des probiotiques. Donc là, les études ne sont pas toutes en accord. Il y en a qui disent qu'effectivement, ça apporte des bénéfices chez le bébé, d'autres qui n'ont rien vu. Dans tous les cas, si vous sentez que votre digestion n'est pas au top, que vous avez des gaz, des ballonnements, peut-être que prendre des probiotiques, ça pourrait, vous aider, et 2, aider l'enfant. Donc là, faites-vous accompagner, parce que les probiotiques, il y en a 150 de différents.
les 3/4 du marché ne sont pas assez dosés, donc ils ne valent rien. Et puis, chaque probiotique peut avoir sa fonction et son rôle aussi. Donc tous ne seront pas pour vous, tout simplement. Après la naissance, donc là, pendant la naissance, sachez que pour les enfants qui n'ont pas d'autre, pour les mamans qui n'ont pas d'autre choix que de recourir à la césarienne, qui ont choisi de recourir à la césarienne, il y a une pratique qui se fait dans certains pays. Alors je ne sais pas si elle est très répandue chez nous, mais vous pouvez en tout cas le demander ou le faire vous-même. C'est l'imprégnation microbienne, c'est-à-dire que vous allez prendre une gaze et puis vous allez la passer dans le vagin tout simplement pour aller l'imprégner de toutes les sécrétions vaginales et le passer sur la figure du bébé une fois qu'il est né. Ça peut paraître pas très ragoûtant, mais finalement c'est rien d'autre que de reproduire ce qui se serait passé si l'enfant était né par voie naturelle. Et donc ça permet justement qu'il soit en contact avec votre flore. Ensuite, essayez de favoriser l'allaitement maternel autant que possible. Alors, ce n'est pas non plus la peine de le faire pendant 9 mois. Enfin, si vous voulez le faire, bien sûr, vous pouvez, mais au moins les 3 premiers mois ou les 6 premiers mois, si vous y arrivez, c'est génial. Si vous n'arrivez que 2-3 semaines, ça a pris. Ne vous en voulez pas si vous ne pouvez pas en faire plus. Sinon, si vous allez vers plutôt les laits de synthèse, cherchez-les enrichis en FOS ou GOS. Donc FOS, c'est fructo-oligosaccharides, GOS, c'est galacto-oligosaccharides. Ce sont des fibres prébiotiques qui vont venir nourrir les bonnes bactéries et entraîner le développement de bonnes bactéries chez votre bébé. Et certains sont même enrichis en probiotiques. Donc pourquoi pas. Et idem chez les bébés, évitez autant que possible, s'il n'y a pas le choix bien sûr, il vaut mieux en prendre que de risquer certains problèmes plus graves, mais évitez autant que possible les antibiotiques pendant cette première année de vie, et surtout, comme je vous l'ai dit, évitez strictement ces inhibiteurs de pompe à protons, soi-disant anti-reflux, chez le bébé. Pour moi, c'est vraiment à bannir. Commencez la diversification alimentaire entre 4 et 6 mois. C'est vraiment important cette fenêtre, parce que les études, encore une fois, montrent qu'avant 4 mois, en fait, le système digestif de l'enfant n'est pas encore assez mature, et donc il risque d'y avoir de nombreux aliments qui ne vont pas être bien digérés. Et puis c'est surtout que le lait maternel va contenir vraiment les nutriments dont l'enfant a besoin. Et au-delà de 6 mois, en fait, ça commence à être trop tard et vous augmentez le risque chez l'enfant de développer des allergies. Pendant cette période justement de diversification alimentaire, mettez le plus d'aliments possible, faites-lui goûter le plus de choses. Déjà, c'est pour réveiller un petit peu ses papilles. Et puis aussi, c'est pour ce microbiote, pour aider ce microbiote à se diversifier au mieux. Et il n'est pas, même si vous avez des allergies dans la famille, des intolérances, des choses comme ça, n'ayez pas peur de leur donner du gluten, des produits laitiers, sauf si vous voyez qu'il y a des réactions derrière, on est d'accord. Mais sinon, il n'y a pas de raison d'éviter certains aliments. Au contraire, plus l'enfant va être au contact d'aliments variés, moins il risque d'y développer des allergies plus tard. Évitez les produits transformés avec du sucre, des sucres ajoutés et surtout les sucreries, boissons sucrées, etc. Alors je sais, même en magasin bio, on trouve des petits biscuits spéciaux pour les enfants, machin. C'est pas parce que c'est bio que c'est bon. Et notamment, les enfants n'ont pas besoin de sucre. Tout ce qui est sucre ajouté, etc., ils en trouvent, enfin le sucre, ils en trouvent naturellement dans le lait infantile, le lait maternel. Tout ce qui va être sucre ajouté, le miel, etc., ça ne sert à rien, il n'en a pas besoin. Je vous rassure, le sucre, c'est la première saveur, la saveur sucrée, c'est la première saveur que l'enfant va tout de suite, je dirais, aimer. Il doit y avoir 90% des enfants qui aiment cette saveur sucrée. Donc, ça ne sert à rien de le mettre trop tôt. Le risque que vous avez, c'est déjà de commencer à le rendre accro au sucre. Et je vous assure, c'est pas quelque chose de bien à lui faire. Donc vraiment évitez ces produits transformés, ces gâteaux, etc. Si vous voulez lui donner quelque chose pour grignoter, il vaut mieux lui donner un morceau de bon pain,
de bon pain de campagne ou autre, plutôt qu'un petit gâteau, ou même spécial enfant machin, dans lequel il y aura plus de 10 grammes de sucre. C'est pas la peine. Idem pour tout ce qui est soi-disant yaourt spécial fait pour les enfants. Quand on regarde la composition, on s'aperçoit qu'il y a encore plus de sucre que dans un yaourt nature pour adultes. Donc, bon, voilà, c'est pas indispensable. C'est encore une technique de l'agroalimentaire pour rendre les gens accros à leurs produits, et ça marche. Mais voilà, c'est le seul objectif. Et ensuite, ayez aussi une bonne hygiène, mais sans excès. Donc, se laver les mains avant de manger, c'est bien, mais se laver les mains plus les désinfecter, machin, ça on commence à être dans le trop. Donc voilà, laissez bien votre enfant aussi au contact de la vraie vie, parce que c'est comme ça qu'il se construit son immunité et son microbiote. Voilà, donc j'ai terminé pour cette présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, ça va être maintenant. Je pense qu'il faut que j'arrête le partage ou je peux laisser l'écran. Voilà, j'ai arrêté. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne là pour les questions. Est-ce qu'on donne la parole aux gens? Voilà. Je vous laisse. Pas de questions? Est-ce que j'ai endormi tout le monde ou alors est-ce que c'était extrêmement clair? Je pense que c'était vraiment clair, enfin pour ma part en tout cas, donc je pense que c'est le cas de beaucoup. Ok, merci. Bon, oui, pour moi aussi, c'était clair, merci. Bonsoir. J'ai appris beaucoup de choses concernant le microbiote et je m'interrogeais justement par rapport aux solutions que vous envisagez pour remplacer les antibiotiques et les IPP pour les enfants qui ont du reflux, parce que justement mes 2 enfants ont eu ce problème très jeunes et on a été donc confrontés à beaucoup de problèmes ORL juste après en fait. Donc, qu'est-ce qu'on aurait dû faire au lieu de prendre les IPP? C'est par exemple le polysilane? Oui, en fait, les IPP, le problème, c'est que ça n'arrête pas vraiment le reflux, mais ça évite que ça irrite le bébé. Donc, le problème, mais ça ne soigne pas le problème, ça fait que cacher le symptôme. Donc, l'idée, c'est plutôt d'identifier souvent les reflux. Donc, je vous ai dit, soit c'est un problème au niveau, on va dire, un peu plus fonctionnel. Donc là, aller consulter un ostéopathe peut aider, parce que des fois, c'est juste que l'estomac est un peu mal placé ou quoi. Sinon, on va beaucoup retrouver les reflux chez les enfants qui ont des hypersensibilités alimentaires ou des allergies. Bon, les allergies, souvent, c'est du reflux, mais on va aussi retrouver un petit peu d'eczéma ou d'autres choses. Mais on trouve beaucoup d'hypersensibilité alimentaire. Donc, soit si c'est un moment où il ne boit que votre lait, c'est peut-être à des aliments que vous mangez. Chez vous, peut-être que ça ne vous fait pas grand-chose, mais par contre, votre enfant y réagit. Donc ça, je sais que c'est un domaine, les hypersensibilités alimentaires, qui est assez controversé. Il n'empêche que ça marche. C'est-à-dire qu'on teste la maman, on regarde dans son sang et on va doser les anticorps de type immunoglobuline G, donc IgG, dirigés contre certains aliments. Quand ces anticorps sont à des taux trop importants, on supprime l'aliment chez la mère et on regarde qu'est-ce qui se passe chez l'enfant. Et en général, c'est bizarre, mais les reflux disparaissent. Voilà. Mais ça c'est dans les 3/4 des cas, on va dire, c'est ça, ou alors c'est vraiment du fonctionnel. Donc, c'est pas aller cacher le symptôme, mais c'est vraiment aller à la base. C'est que si votre enfant, en gros, il rejette les aliments, c'est qu'il y a de fortes chances que lui, ça lui va pas, donc il le dégage, quoi. Et s'ils font des otites, enfin, vous parliez d'otites, etc., s'ils font maintenant des otites à répétition, etc., c'est fort possible que ces intolérances soient toujours là. Donc, quand le bébé est petit, ça se traduit par du reflux et de l'eczéma.
Quand il grandit, ça va être des otites, ça va être tout ce qui va être chronique chez l'enfant. Pareil, ça peut être de l'eczéma aussi. Ça peut passer complètement inaperçu à l'adolescence et ressortir sous une forme différente encore quand l'enfant, enfin, quand l'ado est plus grand ou à l'âge adulte. J'ai une autre question aussi. Mon enfant a eu beaucoup d'allergies alimentaires. Et du coup, au niveau de la diversification, on n'a pas pu vraiment faire une diversification avec une grande palette de choix. Et donc maintenant, on est dans l'âge où il y a plutôt des néophobies. Et qu'est-ce que je peux faire pour rattraper ça et améliorer son microbiote? Est-ce qu'il est trop tard maintenant? Non, il n'est pas. Alors, il n'est jamais trop tard de toute façon. Hein, c'est bien pour ça qu'on agit quand même sur les microbiotes chez l'adulte aussi. Alors, la néophobie, c'est sûr, c'est un fait. Après, il ne faut pas hésiter à lui représenter plusieurs fois l'aliment, hein, parce que des fois, il faut aussi le remettre à 3 fois pour qu'il se dise, bon, allez, cette fois-ci, je vais y aller. Le cacher aussi dans autre chose. Hein. Parfois, ça peut être des purées, ça peut être un cake avec des boulettes, avec différents légumes, et hop, on met quelque chose qu'il n'avait pas envie d'essayer. Voilà, c'est d'essayer, je vous dis, c'est essayer à plusieurs reprises, essayer de le transformer un peu sous différentes formes, ou de faire ça un peu sous forme de jeu, parce que des fois, vous pouvez le mettre dans votre assiette, lui, il va le voir, si vous allez lui donner à lui, il ne va peut-être pas en vouloir. Par contre, si vous l'avez et que lui n'en a pas, il a peut-être une chance d'aller vouloir piocher chez vous pour savoir quel goût ça a. C'est aussi une possibilité. Et sinon, c'est peut-être de travailler justement avec des prébiotiques, voire des probiotiques, pour aller travailler aussi sur son microbiote. Je vous conseillerais plutôt les prébiotiques, parce que le problème du probiotique, c'est que vous allez mettre 1, 2, 3 souches, mais c'est un peu une goutte d'eau dans toute la diversité de l'intestin. Par contre, si vous mettez des prébiotiques, là, dans ce cas, ça va amener au développement de nombreuses bactéries derrière. Donc, soit l'un, soit l'autre, ou alors les deux, il y a des mix pré- et probiotiques qu'on peut retrouver dans le commerce pour les enfants. Merci beaucoup. Merci. Donc, pas d'autres questions par ailleurs? Où est-ce qu'on peut trouver de la documentation sur le microbiote, sur les prébiotiques, les probiotiques? Alors, sur pré et probiotiques, j'ai un petit e-book sur mon site qui en parle. Sinon, vous avez sur le site de Pilège. Alors, je sais qu'on fait pas je ne suis pas là pour faire de la pub pour une marque, mais c'est celui qui me vient le plus en tête. C'est une marque qui fait des probiotiques et qui est assez spécialisée dans ce domaine-là. Ils ont tout un site qui parle de ça. Sinon, si vous tapez sur Google, hein, vous avez moyen de trouver des sites qui vont vraiment vous parler de ça. Je crois qu'il y a... Après, moi, il y a beaucoup de choses qui sont en anglais, mais en français, vous avez aussi des choses. Donc, regardez sur Pilège et au pire, il vous oriente vers certains sites. Sinon, moi, j'ai fait un petit e-book gratuit sur les pré et les probiotiques. Donc, si ça vous intéresse, c'est sur mon site naturemove.fr, donc naturmove.fr. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Ok, écoutez, je pense que ça a l'air d'être bon pour tout le monde, donc je vous propose d'en rester là ce soir. Et puis, si jamais vous avez des questions, je vous avais donné mon adresse mail, où vous pouvez les faire passer à l'école et puis qui me les transmettront. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et merci encore pour avoir participé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.